retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique sur Média. Parlons lecture. Elle reste une activité importante chez les jeunes, qu'elle soit prescrite dans le cadre scolaire ou librement choisie dans celui des loisirs. Associée à la notion de plaisir, cette lecture de loisirs est même la première en termes de fréquence. Beaucoup disent que les jeunes ne lisent plus, d'autres par contre soutiennent que ces jeunes lisent toujours, mais pas des livres. Et on se pose des questions. Les jeunes s'intéressent-ils à la lecture? Pour les amoureux de la lecture, justement, que lisent-ils? Restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Sur ce plateau, nous recevons Madame Ndeye Marème Diop Ndiaye. Vous êtes écrivaine et directrice de Totem, une structure de valorisation de l'écriture libre. Merci d'être avec nous. Merci Sermi et bonjour. Alors, en face de vous, nous avons Monsieur Apollonge Josué. Vous êtes écrivain. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Sermi. Dans les livres, on y trouve des histoires, des informations importantes pour la culture générale. Pour vous, Madame Ndiaye, qu'est-ce que les livres représentent? Qu'est-ce que les livres représentent pour vous? Beaucoup de choses parce que c'est, comme on dit, c'est à travers la lecture que l'on s'évade le mieux. Et on peut apprendre beaucoup de choses. C'est surtout la valorisation de soi-même, de sa façon de penser et tout. On lit, on apprend beaucoup de choses en lisant. Donc avec la lecture, voilà. Moi j'ai appris beaucoup, j'ai eu beaucoup d'expérience grâce à la lecture. Est-ce que vous avez un domaine un peu spécifique que vous aimez bien ou bien vous lisez tout? Bien sûr, comme toutes les femmes, la société, c'est la société, le domaine social qui m'intéresse le mieux. Et en gros, l'amour, quoi. Nous, les femmes, nous avons l'habitude de parler de tout ce qui est amour, tout ce qui tourne autour de relations. Ça fait rêver. Ouais. Alors, je ne sais pas si Monsieur Josué également, il dira la même chose. Est-ce que vous également, c'est les histoires amoureuses qui vous intéressent? On va parler de votre livre qui justement, vous avez parlé d'une histoire amoureuse. Mais déjà, quels sont vos choix quand vous achetez un livre? Un peu de tout. Je ne me limite pas à une catégorie de livres. J'estime que dans un livre, il y a de la connaissance. Il y a un penseur grec qui disait qu'il n'y a qu'un seul bien, la connaissance, et un seul mal, l'ignorance. Et cette connaissance-là se trouve dans les livres, en majorité. Donc je lis un peu de tout. Je lis des romans, des histoires d'amour, de la fiction. Je lis tout. Tout ce qui me vient à la main, je lis. Des ouvrages politiques, tout. Alors, selon certains enseignants, les jeunes ouvrent de moins en moins les recueils littéraires et quelque part, on dit c'est à cause des réseaux sociaux. Voilà. Avec l'évolution de la technologie, les jeunes ne veulent plus lire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est le cas pour tous les jeunes que vous avez peut-être rencontrés, vous avez entendu? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut l'affirmer que les jeunes ne lisent plus? Je ne peux pas l'affirmer parce que je ne peux pas l'affirmer. De tout le temps, il y a toujours eu une catégorie, une élite qui sont intéressés par la lecture. Il y a de tout le temps, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, il y a des jeunes qui lisent, il y a des gens qui lisent et d'autres qui ne lisent pas. Et cette catégorie de gens qui lisent, elles sont très minoritaires. Donc, dire que les jeunes ne lisent plus, ça a toujours été comme ça. Maintenant, peut-être que la médiocrité de la langue, le fait c'est-à-dire le niveau, c'est le niveau même qui a baissé. Mais dire que les jeunes ne lisent plus, je ne pense pas. Si on m'avait donné un sondage bien précis en me disant de telle année à telle année, il y avait tant de personnes, tant de millions de gens, et que de ces millions de gens-là, il y avait tant de personnes qui lisaient, je pourrais accepter aujourd'hui. Mais moi, vu le flux, parce que je travaille dans ce domaine-là, le flux de jeunes que je vois s'intéresser à la lecture et à l'écriture, je ne peux pas aujourd'hui prétendre que les jeunes ne lisent plus. Ce que je peux prétendre, c'est que les jeunes n'ont plus le niveau par rapport à nos parents, etc. Ils n'ont plus le niveau littéraire que l'on veut.
Alors, je reste sur ce point-là. Les jeunes ne lisent plus. Je vais m'adresser à vous. C'est un avis qui ne fait pas l'unanimité. Vous, qu'en dites-vous, justement? Je comprends ce que ma reine, ma sœur, vient de dire, mais je suis complètement en déphasage avec elle. D'ailleurs, c'est ça notre nœud. C'est là notre nœud. C'est que j'affirme et je le clame que les jeunes ne lisent plus. Je suis un jeune, moi, elle est jeune d'ailleurs, elle aussi, mais nous ne lisons plus. Lorsque vous allez dans les universités, moi je suis à l'université, lorsque vous êtes dans les universités, j'ai fait un sondage dans ma classe. Nous sommes plus de 200 dans une classe. J'ai demandé aux étudiants de ma classe, j'ai dit, combien d'entre nous ici présents ont déjà lu et terminé 5 livres? 5 seulement. 5 livres en une année ou en un mois ou... Non, de toute leur vie, c'est-à-dire de leur naissance à aujourd'hui. Nous sommes à l'université, on estime la moyenne, on a peut-être la moyenne c'est 18 ans. La moyenne d'âge dans ma classe c'est 18 ans, 20 ans, entre 18 et 20 ans. J'ai demandé combien ont déjà lu 5 livres et terminé 5 livres. Quelques-uns seulement levé la main. Et la majorité disait je ne lis pas, j'ai pas le temps de lire, je ne lis pas. Et il y a même des journalistes qui sont allés dans certains lycées, qui ont demandé à des élèves s'ils lisaient. Il y a des élèves qui vous répondent carrément « je n'aime pas lire, je ne lis pas ». Donc c'est un constat qui est là, ce sont des faits qui sont avérés. Les jeunes ne lisent plus. C'est ce qui explique leur niveau aujourd'hui, le niveau bas des élèves aujourd'hui. Si le niveau est bas, c'est justement parce qu'ils ne lisent plus. Mais peut-être que les jeunes aussi trouvent d'autres moyens pour se documenter. On va parler des réseaux sociaux, tout n'est pas mauvais. Il y a Wattpad par exemple, c'est un réseau social canadien qui a plus de 80 millions d'électeurs et la plupart sont des jeunes africains. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quand même avantageux pour eux ou bien vous pensez peut-être que c'est plutôt le contraire? Bon, Wattpad, comme beaucoup de réseaux sociaux, il est trop libre. C'est-à-dire, c'est cette liberté presque offensante qui pose problème avec Wattpad. Certes, comme je te l'ai dit, ils sont à 98 millions de lecteurs et 50% sont entre 13 ans et entre 13 et 20 ans. 50%, c'est vraiment 100% jeune. Et aujourd'hui, Wattpad, il y a du tout. C'est-à-dire, même celui qui ne sait pas, qui peut former juste une phrase, simple phrase, avec c'est truffé de fautes, il y a pas, on ne les canalise pas et tout ça. Mais si vous allez par exemple sur Wattpad, moi aujourd'hui, sur Wattpad, j'ai 3 millions de lecteurs. Et de ces 3 millions de lecteurs, je peux dire que 60% sont des jeunes et ils ne lisent pas du n'importe quoi. Aujourd'hui, Beauté Maudite a été lu par pratiquement, si vous allez dans beaucoup d'écoles, vous demandez, les jeunes connaissent le livre grâce à Wattpad. Maintenant, c'est pour ça que ce problème-là, je suis un peu dubitatif parce que ce n'est pas seulement Beauté Maudite. Il y a des livres comme Julde, il y a énormément. Je peux citer aujourd'hui 100 livres. Vous les posez là et je peux dire que c'est des jeunes qui ont lu, qui ont apprécié ces livres-là et qui les ont dévorés. Mais est-ce qu'il ne faut pas revoir également le style ? Peut-être qu'il y a certains jeunes qui se plaignent. Quand un jeune, je vais donner un exemple comme ça, il a 17 ans ou 18 ans, il tombe sur un livre très académique, les mots lui semblent un peu très difficiles, et il est un peu fatigué, il se lasse. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi quelque part revoir un peu le style ? Je m'adresse à vous, vous êtes écrivain. Oui, revoir le style, mais surtout adapter l'écriture à cette génération qui est là. Parce que vous avez raison de dire que lorsqu'un jeune tombe sur un livre qui est trop académique, qui est trop vieux, il ne se retrouve pas dans la lecture. Or, une personne qui débute dans la lecture doit aimer, il doit le faire avec passion, avec amour. Et on ne peut pas aimer quelque chose dans lequel on ne se retrouve pas. Je vous donne un exemple concret. Déjà, il y a un problème déjà par rapport à la crise de lecture. Il y a aussi que nous sommes fautifs nous-mêmes jeunes, mais il y a aussi nos parents qui ne nous donnent pas cette culture-là, cette éducation-là de lire. Moi, on ne me disait pas tu dois lire des livres, tu dois prendre tel bouquin. On ne m'a jamais offert de bouquin, moi. Les bouquins que j'ai pu lire, je les ai pris auprès de mon oncle. Je les ai à la limite pris sans qu'il ne sache, donc volés en quelque sorte. Un jeune, lorsque j'ai commencé à lire, on m'a donné un livre de Montesquieu, qui est un grand écrivain. Oui. Un grand écrivain. La première fois que j'ai lu Montesquieu, les lettres persanes, je n'y comprenais rien. Mais absolument rien. J'ai déposé. 5 ans après,
je tombe sur un livre, c'est parce que j'ai échoué au baccalauréat d'ailleurs, et ça m'a fait réfléchir comment j'ai pu échouer au baccalauréat. Moi, pourtant, je ne suis pas idiot. J'ai pris un livre qu'on appelle « Pourquoi moi ?» C'est Hamzat Abel Hakim qui l'a écrit. « Pourquoi moi ?» parle d'une jeune femme qui a des problèmes avec son mari, qui divorce avec son mari, qui a des problèmes avec son mari, qui divorce, qui finit par... En fait, ça relate les réalités africaines, les réalités que moi je vois. Lorsque j'ai lu Pourquoi moi, je me suis retrouvé dans l'histoire. Ça m'a donné envie de lire. Après, Pourquoi moi, j'ai pris un autre livre, c'est L'étudiant de Soweto. Ça relate ce qui s'est passé en Afrique du Sud dans les années 76 avec les étudiants qui ont été assassinés. Je me suis retrouvé dans ça. C'est là que j'ai pris goût. Et aujourd'hui, je peux lire les lettres persanes de Montesquieu. Je comprends les lettres persanes de Montesquieu. Parce que j'ai commencé par lire ce qui me donnait envie. Et cette envie-là m'emmène maintenant à lire tout ce qui me tombe à la main. Et je peux comprendre certains ouvrages. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les jeunes ne lisent plus, vous l'avez affirmé. Je voudrais quand même vous dire aussi une chose, il y a beaucoup d'abréviations quand même dans les textes des jeunes, sur les réseaux sociaux et même par texto, beaucoup d'abréviations, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Comment justement remédier à la crise de la lecture chez les jeunes? Comment y remédier? Déjà, la première des choses, vous avez évoqué le cas de Wattpad. Marem l'a souligné, sur Wattpad, on met tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux me lever aujourd'hui, je n'ai rien appris de la littérature, je ne sais absolument rien, me mettre à écrire. Lorsque vous voyez les écrits qui sont sur Wattpad, ils ne sont pas filtrés. Il y a des gens qui écrivent des chroniques avec plein de fautes, avec un style décousu. C'est-à-dire que ça ne donne rien. Donc, il faut déjà commencer par filtrer ce que nos jeunes doivent lire, ce que les jeunes doivent lire. Commencer par filtrer cela. Et leur montrer le chemin, leur emmener à lire ce qui leur apporterait. Parce que s'ils commettent des fautes d'orthographe, c'est parce qu'ils ne lisent pas. Maintenant, il faut leur apporter ce qu'il faut. Il faut avoir, moi par exemple, je dis que il nous faut décentraliser, il nous faut avoir des bibliothèques dans les quartiers. Il faut rendre le livre accessible à tout le monde. Le livre n'est pas trop accessible. Le livre, il coûte cher par exemple. Un livre qui sort aujourd'hui en 2021, il va coûter minimum 5 000, 6 000, mais c'est cher. À côté, les jeunes ont quoi? Ont de la musique gratuitement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Certains jeunes préfèrent également la bibliothèque en ligne que des bibliothèques classiques. Ça dépend. Moi je ne suis pas de ces jeunes-là parce que moi, je préfère le livre quand je le touche. Quand je lis sur mon téléphone, et là, il y a même ma maman qui me disait que je termine, il y a ma maman qui me disait que c'est lorsqu'elle lit sur le téléphone qu'elle peut rester éveillée, qu'elle peut continuer à lire. Lorsqu'elle prend un livre, elle s'endort. Moi, c'est tout à fait le contraire. Quand je suis sur mon téléphone, la lumière fait que je m'endors. Lorsque je lis sur le téléphone, je m'endors. Mais quand je touche le papier, quand je prends un livre, quand je sens le papier, lorsque je le feuillette, je suis heureux. Ça me garde là, ça fait que je puisse continuer jusqu'à la fin. Alors, comment pallier cela, justement, pour éviter les fautes d'orthographe? Oui, Madame Ndiaye. C'est ça qui nous a poussé aujourd'hui à créer Totem. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, sur Wattpad, ce n'est pas, c'est pas choisi. C'est-à-dire, il faut au moins que l'on mette le prix qu'il faut. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, ce que nous essayons de faire, nous sommes une dizaine de correcteurs dans Totem et nous essayons de corriger tout écrivain qui a un peu de talent. Pas trop de talent, mais au moins ce qui est suivi, comme par exemple Antidote. Quand nous avons pris Antidote, il y avait énormément de fautes dedans, mais elle est suivie par plus de 5 millions de lecteurs. Donc sûrement l'histoire tient. Et quand on lit l'histoire, on voit qu'elle est intéressante. Il y a du vécu, elle raconte, tu vois, quand tu lis Antidote, tu sens que la personne parle de sa vie en quelque sorte. Le miroir de sa vie est décrit dans son écriture. Et donc, en le corrigeant et en le mettant mieux en exergue, on peut aider ces jeunes-là en lisant à mieux s'améliorer dans leur... Alors, toujours avec vous, vous voulez réagir? J'aimerais ajouter une chose par rapport au fait que les jeunes, vous avez évoqué le fait que les jeunes commettaient trop de fautes et comment y remédier. Les fautes, on les commet parce qu'on ne connaît pas l'orthographe. Et ça, c'est aussi à l'école. Dès l'école primaire, il faut bien administrer les leçons de grammaire et d'orthographe aux enfants. Un enfant qui arrive au lycée qui commet des fautes n'a pas bien assimilé ces leçons-là au primaire. Donc là, il faut voir avec les profs. Il faut commencer par là. Mais c'est dès la base. La grammaire, l'orthographe, c'est au primaire. C'est là-bas qu'il faut commencer.
Un enfant qui commet des fautes au lycée n'a pas bien appris au primaire. C'est un point qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je vais y revenir pour parler de la promotion de la langue française. Mais permettez-moi de poser la question quand même à Madame Ndiaye. Vous êtes écrivaine. Vous avez écrit 7 livres, mais votre premier livre est celui qui vous a plus marqué. Et le titre, justement, c'est « Beauté maudite ». Ce livre parle d'une jeune fille, au nom de son prénom Radija, justement. Elle est issue d'un foyer, elle est née hors mariage, c'est bien cela. Et il y a beaucoup de drames qui tournent autour de cette jeune fille. Quelle est la particularité de cette histoire ? La particularité, ça vient du fait que quand les personnes qui lisent l'histoire se retrouvent dedans, c'est comme il l'a dit. Il a dit aujourd'hui, ce qui fait aujourd'hui le succès des chroniqueurs, comme par exemple Calista qui a écrit Maîtresse d'un homme marié, c'était d'abord une chronique qui était sur Facebook et qui commençait à être connue de partout, ou bien encore Karma. C'est les chroniqueurs aujourd'hui, elles racontent, parce que la plupart du temps c'est des filles, on peut voir 2 ou 3, Dieng va me tuer. Donc c'est des gens qui racontent leur vécu, mais d'une autre manière. Donc là, toute personne qui lit, une femme africaine qui lit l'histoire autour, qui est autour de la polygamie, du mariage forcé, ou bien je veux dire, du poids de la société chez une femme, tout ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit vivre, toutes les contraintes qu'elle doit s'imposer, tout ça, on le revoit dans nos chroniques, dans nos histoires, dans l'histoire de Khadija, où dès qu'une femme est enceinte, elle est tout de suite rejetée. Sa mère n'était pas mariée. Sa mère n'était pas mariée officiellement. Oui. Et donc, en tombant enceinte, elle est tout de suite rejetée par toute la famille. Et le grand-père de Khadija, en voulant sauver l'honneur de sa fille, va périr dans ça. Et voilà, la fille, à la fin, elle meurt parce que toute la tragédie de son vécu, non, le fait qu'elle soit enceinte, que son père soit mort à cause d'elle, elle finit par mourir par stress. Une belle histoire. Voilà. Est-ce que vous avez eu des bons retours? Oui, aujourd'hui, Beauté maudite, j'ai vendu plus de 4000 e-books. C'est pas possible de faire ça avec les maisons d'édition. On ne peut pas vendre 4000 e-books. Aujourd'hui, moi je pense que la crise, elle est très profonde. La crise, elle est profonde, mais je pense qu'aujourd'hui, les maisons d'édition doivent revoir leur politique. Leur politique, c'est parce que vous regardez par exemple des livres comme Harry Potter qui a 1 milliard de livres vendus parce qu'il y a un benchmarking derrière. C'est des livres qui aujourd'hui sont vendus à des millions d'exemplaires parce que tout simplement ces maisons d'édition en Europe et aux États-Unis ont su vendre le produit. Alors, Madame Ndiaye a écrit 7 livres. Monsieur Josué, vous avez écrit 2 livres. Et nous allons parler de votre livre Diarietou et Josué. Et Josué, c'est vous-même. Cet livre parle d'une belle histoire d'amour entre un Congolais et une Sénégalaise. On ne sait pas si c'est vous-même, vous allez nous le dire. Et il y a un affrontement de culture, on va le dire ainsi. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre aux lecteurs? Pourquoi parler d'amour? Pourquoi parler d'amour? Parce que c'est ce qui intéresse déjà les lecteurs. C'est ce qui les intéresse le plus. Et c'est pas que je voulais parler d'amour, mais je voulais parler de mon vécu. Mettre certaines choses à nu. J'ai été choqué lorsque je suis arrivé au Sénégal d'apprendre que certaines pratiques ancestrales ou certaines pratiques liées à la tradition continuent à être effectuées. Je parle du mariage, je parle de l'excision par exemple, de l'excision, le mariage précoce, le mariage forcé. J'ai été écœuré de voir que ces pratiques-là continuaient. Et lorsque je suis tombé sur cette jeune femme, sur Diarietou, et que nous avons commencé à vivre, à avoir une certaine relation, il y a que nous sommes tombés sur ces barrières-là, que sont la religion, qui disent qu'elle, en tant que femme musulmane, elle ne peut pas épouser un chrétien. Nous sommes tombés sur la barrière de la culture,
nous sommes tombés sur plusieurs barrières qui ont fait que je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce que en parlant de religion, est-ce que toutes les religions ne prônent pas l'amour? Aujourd'hui, moi, en tant que chrétien, si j'aime cette femme-là, donc pourquoi Dieu n'accepterait-il pas cet amour-là? On parle bien des cultures et vous racontez votre histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que cette dame-là, finalement, elle vous a laissé tomber? Ou bien plutôt, vous avez tenu compte de la tradition, de la culture et vous avez décidé de rompre? L'histoire n'est pas encore terminée. C'est la première partie qui est disponible. Nous sommes en train de vivre la suite. Donc l'avenir nous dira ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette première partie, il n'y a que Josué dans le livre, Josué va finir par accepter la religion musulmane pour pouvoir épouser sa bien-aimée. Parce qu'il se dit que Dieu ne nous jugera pas par rapport à notre religion, mais Dieu nous jugera par rapport aux actes que nous aurons posés. Donc pour Josué, qu'il soit chrétien, musulman, athée ou quoi que ce soit, ce sont ses actes qui comptent et c'est pourquoi il accepte de changer de religion pour épouser sa Dulcinée. Alors, Madame Diaye, vous avez dit que vous valorisez la lecture de rue. Ça veut dire quoi exactement? L'écriture libre, ça veut dire, c'est-à-dire, aujourd'hui, moi, comme lui, hein, on se rend compte que ça doit changer. La littérature doit changer de vision. Pour pousser les jeunes à lire, il faut parler de leur vécu, de ce que nous vivons. Aujourd'hui, ma fille de 13 ans, c'est impossible de lui faire écouter du jazz. Elle va te dire, moi je vais écouter du Dadju ou bien du R. Kelly ou du... Voilà. Donc, de la même manière que la musique elle a changé, la littérature aussi doit pouvoir changer. Et nous, aujourd'hui, les professeurs de français, c'est ce que je leur dis toujours, votre devoir à vous, les maisons d'édition et tout ça, leur devoir à eux, c'est de refaire découvrir la lecture pour les jeunes. C'est-à-dire un jeune, il faut lui amener une écriture qui lui parle. C'est seulement comme ça qu'on pourra. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, moi, je peux lire une dizaine de pages qui me parlent de politique, de sociologie, de psychologie. Je lis du tout. Et ça, mais je ne l'ai pas fait dès le début. Donc, j'ai commencé à lire des Harlequins. J'ai commencé à découvrir les chroniques, j'ai lu du n'importe quoi, du tout. Et au fur et à mesure, j'aime lire, je lis du tout. Mais pour ça, il y a un processus. Et ce processus-là, ce sont nos anciens, les professeurs et autres qui doivent changer ça. Valoriser la lecture de la rue. Et c'est dans cette optique que vous avez organisé la première édition du concours panafricain de nouvelles. 15 candidats sélectionnés, 3 ont été primés. C'était toujours dans cette optique? C'était toujours dans cette optique. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les jeunes, c'est-à-dire, c'est comme le miel et l'abeille. Les jeunes, là où il y a de l'argent, ils vont se dire, ah, moi, je suis intéressé. Je veux bien aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, nous, Totem, aujourd'hui, a mis en place des systèmes qui permettent ces jeunes-là de s'intéresser à la lecture et à l'écriture. Donc nous on ne s'est pas contenté seulement de dire on va faire un concours pour ça, on a mis des prix. Donc pour toute l'Afrique, pour tous les jeunes qui sont intéressés, nous avons mis des prix et nous leur avons demandé de venir, d'écrire et tout ça. Ça nous a permis de faire connaître Totem et ça nous a permis de découvrir, comme Apollyange, de découvrir des milliers de jeunes qui ont une plume magnifique et qui peuvent écrire des histoires qui nous parlent. Aujourd'hui, Rebus, par exemple, Apollyange a pris le 2e prix. Rebus, c'est l'histoire de son incarcération à Rebus qui a duré quelques semaines. Et il nous raconte une histoire poignante que tu lis et tu as la chair de poule. Et le concours nous a permis de découvrir ces milliers de jeunes-là et de valoriser leur vécu à travers les... Alors, justement, en République démocratique du Congo, certains enseignants, en collaboration avec l'UNICEF, ont mis en place une bibliothèque mobile permettant aux enfants avides de lecture de s'en procurer. Que pensez-vous de telles initiatives? Ce sont des initiatives à saluer. Je venais tout à l'heure de dire qu'il fallait qu'on ait des politiques qui feront en sorte qu'on ait des bibliothèques dans nos quartiers.
proche de la maison, proche des enfants, de sorte qu'ils puissent s'habituer, de sorte qu'ils puissent s'accommoder avec ces livres-là, qu'ils puissent faire un avec le livre. Donc c'est une initiative à saluer et ce serait bien que tous les gouvernements, que tous les pays africains, parce que moi je suis africain, je ne suis pas africain, que tous les pays africains puissent emboîter ce pas-là. D'accord. Et en Afrique du Sud, justement, les autorités prônent la lecture en langue locale. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Ndiaye? Oui. Vous savez, la lecture, qu'elle soit dans n'importe quelle langue, ce que l'on apprend, chaque fois que l'on ouvre un livre, forcément, on va apprendre quelque chose de ce livre, quelle que soit la langue. On apprend toujours quelque chose en ouvrant un livre. Moi, ce que je combats, c'est d'écrire ce qui intéresse les jeunes. Il faut donner l'envie aux jeunes de lire. Comment il y a une politique à mettre. Il faudrait, par exemple, nous allons organiser une tournée pour les jeunes où on va faire des ateliers d'écriture. Parce que chaque à jeune... Dakar ou à l'intérieur et également à l'intérieur pour cette année, juste à Dakar. D'accord. Et l'objectif, c'est quoi? C'est donner envie à ces jeunes d'écrire. Et je vous donne juste un exemple. Par exemple, nous avons écrit des contes avec, nous sommes à peu près une trentaine de personnes. Donc nous avons écrit des contes africains. Chacun a appris une histoire, l'histoire des Sérères, l'histoire, etc. Et nous avons essayé d'écrire des histoires à travers ces contes. Maintenant que nous avons fini des contes, nous sommes allés voir les écoles et nous avons vu les professeurs de dessin. Nous leur avons demandé, est-ce qu'on peut rencontrer vos meilleurs dessinateurs? Ils nous ont mis, je prends une école, ils ont mis en rapport avec 30 élèves. Ces 30 élèves-là, ils étaient tellement contents de pouvoir illustrer un conte. Excusez-moi, c'est en français ou en français. En Wolof? En français. En français, oui. Vous ne faites pas la promotion de la langue française? Non, je ne fais pas la promotion de la langue française parce que pour l'instant, pour avoir un travail, il faut parler français. C'est cette politique-là que nous avons pour l'instant en place. Donc, est-ce qu'on doit continuer à les laisser dans cette médiocrité? Aujourd'hui, ces 30 élèves, ils te disent carrément, c'est la première fois que je lis 10 pages. Parce que ils ont pris chacun un conte et ils ont été obligés de lire le conte et on les a donné 2 jours. Et chacun d'entre eux, on lit le conte et on commençait à l'illustration. Donc c'est ces petites choses-là, il faut pousser les jeunes. J'ai bien envie de vous écouter, ce que vous dites est très intéressant, mais nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau à l'instant. Madame Ndeye Marème Diop Ndiaye, vous êtes écrivaine, directrice de Totem, une structure de valorisation de l'écriture libre. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Sirmi, c'est gentil. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bon, nous sommes des passionnés de l'écriture et de la lecture. En 26 minutes, on ne peut même pas parler. J'imagine. Apollyon Josué, écrivain, merci également à vous. Merci à vous, Sirmi. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. On se dit à très bientôt sur Média et portez-vous bien.